Bonsoir. Bonsoir à tous. On est connectés. On a 2 petites minutes de retard. Désolée. Bonjour à tous dans les commentaires. Je vois qu'il y a plein de monde. On est vraiment beaucoup pour ce dernier webinaire de l'année. Donc, merci encore à tout le monde de participer. C'est super chouette. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, où se trouvent vos locations. Je sais que ce soir, ça sera plutôt des locations en France parce que c'est un sujet sur la réglementation française. Ça pouvait porter à confusion, donc désolé aux voisins belges et aux Canadiens qui m'ont écrit. Ce soir, c'est plutôt réglementation en France. Ça marche pour tout le monde. Je vois que dans les commentaires, vous me dites que oui, Pays de Loire, tout ça. Cool. Super. Ben, merci beaucoup, Dimitri Boujard, d'avoir encore une fois accepté notre invitation pour un webinaire sur la réglementation, les lois. Et ça va être un peu un webinaire qu'on attendait parce que ça a été une année très chargée. Merci Donc, Clara, effectivement, de m'accueillir pour vous parler de la location courte durée et spécialement ce soir de la loi Le Meur que vous avez intitulée loi anti-Airbnb. C'est pas tellement un titre usurpé quand même puisque c'est une loi qui vise spécialement la location courte durée. Voilà, donc je suis ravi d'être avec vous ce soir. mais merci d'être là. Ce qu'on va faire, donc je me suis vraiment pas présentée, c'est vrai, j'ai tout de suite voulu rentrer dans le vif du sujet. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, moi je suis Clara Messiaen et je suis spécialiste marketing chez Logify, donc je m'occupe de tout le contenu en français. Et voilà, de temps en temps, on organise avec des experts du secteur des webinaires. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions. Voilà, vous pouvez nous suivre et vous verrez qu'il y a plein d'articles, de webinaires. On fait pas mal de choses sur l'actualité, sur la location saisonnière. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement présenter comment va se dérouler le webinaire, présenter un petit peu l'Audify en quelques minutes et on rentrera tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on on a une petite heure et on verra beaucoup de choses ensemble. Alors, euh, quelques précisions avant de commencer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On est pas mal ce soir, beaucoup d'inscrits. On essaiera de répondre au maximum. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre. Le mieux, c'est de les mettre là où il y a le petit point d'interrogation en haut. Comme ça, on aura tout de suite la question dans la partie des questions. Si c'est dans le chat, on essaiera de retrouver. Mais c'est vrai que comme il y a déjà beaucoup de questions, elles vont peut-être se perdre au fil de la conversation. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans le deuxième petit onglet Q&A. Et voilà, tous vos commentaires, vous pouvez les indiquer dans Say Something Nice qui se retrouve en bas de l'écran. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions. Et oui, on fera bien une vidéo comme d'habitude pour celles et ceux qui soit ne restent pas jusqu'à la fin ou qui ne peuvent pas assister au webinaire ce soir. Demain, je vous enverrai par mail la vidéo replay. On la mettra sur YouTube comme d'habitude. Ce qu'on va faire, on va prendre 5 minutes pour vous présenter le DeFi, même peut-être un peu moins. Et après, je laisserai la parole à Maître Dimitri Boujard, l'expert qui nous expliquera un petit peu tous ces changements à venir avec la loi Le Meur pour 2025. Et on prendra pas mal de temps à la fin pour aussi répondre à toutes vos questions. Et bien sûr, on essaiera de répondre au fur et à mesure au plus de questions pertinentes possibles. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Audify, en quelques mots, je vous explique rapidement. C'est un logiciel de location saisonnière et ça vous aide à gérer la gestion de vos locations de vacances au quotidien. Donc, ça vous permet d'avoir sur une seule plateforme toutes vos réservations, vos tarifs, vos calendriers et de les synchroniser aussi grâce au Channel Manager sur différentes plateformes comme Airbnb, Booking, Google Location de vacances, Abritel, etc. Et vous avez aussi la possibilité de créer votre propre site web et de recevoir des réservations directes. Donc, les principales fonctionnalités du logiciel, c'est de créer votre propre site web et d'avoir les réservations, ce channel manager qui vous connecte à toutes les OTA et aussi la gestion centralisée des réservations. Depuis cette année, on a des fonctionnalités qui sont basées sur l'intelligence artificielle pour vous permettre d'automatiser un peu le travail, parce que la location saisonnière, c'est beaucoup de travail, beaucoup de tâches. On a un assistant IA dans la messagerie qui, en fait, va créer des réponses personnalisées et instantanées. Comme ça, vous n'avez pas à devoir toujours répondre aux mêmes questions sur comment se passe l'arrivée, envoyer les confirmations de réservation. Ça, l'assistant IA
peut directement préparer des réponses pour vous, ce qui est pas mal si vous ne voulez pas toujours répondre les mêmes choses aux invités ou aux clients potentiels. Et on a aussi, depuis cette année, on a lancé un outil interne qui permet en fait de mettre en place une stratégie de tarification intelligente. Donc, ça va vous aider à mettre en place des prix compétitifs pour vous démarquer sur le marché. C'est un algorithme qui prend plein d'éléments en compte, la concurrence autour de chez vous, les tendances de marché, s'il y a des événements importants, la saisonnalité. Donc, ça va vous aider à créer une stratégie de prix intéressante parce que c'est vrai que c'est un peu difficile au départ quand on se lance de mettre en place les prix. Et vous avez le contrôle, bien sûr, vous pouvez mettre des prix minimum, maximum, changer les prix, etc. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça permet un peu de déléguer les tâches parfois. Et voilà, quoi. Donc, si vous voulez essayer le DeFi, n'hésitez pas. Il y a toujours 7 jours d'essai gratuits. C'est sans engagement. Vous pouvez cliquer en bas sur le bouton si ça vous intéresse. Et voilà, vous pourrez un peu essayer de créer votre site web, voir toutes les fonctionnalités. On offre toujours aux nouveaux utilisateurs un accompagnement dès le départ. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous lancer avec le logiciel. Il y a une équipe francophone qui vous accompagnera. On a un service client en français. Voilà, vous êtes accompagné quand vous vous lancez. Donc, je pense que c'est à peu près tout sur le DeFi. Maintenant, je pense qu'on peut parler... Je vous laisse déjà vous présenter, Dimitri Boujard. Si on veut parler de loi Le Meur, on aimerait bien savoir à qui on a affaire. Bien sûr, merci Clara. Alors, je vous appelle Clara parce qu'on se connaît déjà. J'ai déjà eu le plaisir d'animer plusieurs webinaires avec Logify. Je suis Dimitri Boujard, je suis donc avocat en droit immobilier et fiscalité immobilière. J'aide les investisseurs immobiliers à gagner du temps et de l'argent sur leurs investissements grâce au droit et à la fiscalité, c'est-à-dire en les prenant dans le bon sens. Je suis également investisseur immobilier depuis 2001, donc j'ai notamment deux locations courte durée, l'une qui est opérée par une conciergerie et l'autre qui est passée en sous-location professionnelle, ce qui est plus simple pour moi, j'ai plus à m'occuper de rien. Et puis enfin, j'ai une casquette aussi d'entrepreneur, puisque je suis chef d'entreprise, et je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Juris LDI et qui commercialise un podcast hebdomadaire sur abonnement pour les investisseurs, les sous-loueurs, les concierges, et qui vous permet de rester chaque semaine au courant de l'actualité juridique et fiscale qui est quand même foisonnante en France, il faut bien le dire, et arrêtez de perdre du temps à aller écouter tout et n'importe quoi sur Internet, des blogs vaguement mal tenus, etc. Non, non, il faut aller directement aux bonnes sources. Voilà, donc ça, c'était pour une petite présentation rapide. Et cette année, on a eu la loi dite Le Meur qui a finalement été votée le 7 novembre et qui a été promulguée le 19 novembre. Donc, on va rentrer tout de suite dans les détails de la loi Le Meur. Je vois qu'il y a plein de questions dans le chat, hein, mais il y a aussi beaucoup de questions qui ne concernent pas la loi Le Meur. Et ce soir, quand même, on va rester centré. J'essaierai de répondre à quelques-unes des autres questions connexes. D'accord, mais ça part un peu dans tous les sens. Peut-être qu'on refera un webinaire courant janvier ou février, mais déjà retenez une chose, hein. La loi Le Meur, elle a été votée et promulguée. Et c'est une loi centrée sur la location courte durée. Donc ça colle parfaitement, évidemment, avec vous qui êtes là ce soir et qui faites de la location courte durée et de la conciergerie. D'accord? Pour toutes les autres questions, régime fiscal du LMP, du LMNP, réintroduction de l'amortissement lors des plus-values à la revente, etc., etc., etc. Il y a eu des dizaines d'amendements. Tout ça concernait la loi de finances pour l'année 2025. Et tout ça est parti à la poubelle en même temps que la loi elle-même suite à la censure du gouvernement en France. Donc, inutile de continuer à vous arracher les cheveux pour savoir ce qui va finalement être voté ou pas. On ne sait pas et pour l'instant, on n'en saura pas plus. Sachez seulement que tout ce qui a été discuté là et qui a fait l'objet d'innombrables commentaires sur Internet en vain, c'est parti avec le gouvernement, comme je le disais, et donc on n'en parle plus. On va se centrer sur ce qui a été voté, et ce qui a été voté, c'est la fameuse loi Le Meur. Voilà, alors passons tout de suite aux mesures concrètes que contient cette loi. Donc on va faire un état des lieux, on va parler des changements, et puis on fera un petit peu de prospective aussi. Alors les changements. Tout d'abord, généralisation de l'enregistrement lorsque vous faites de la location en courte durée en France. Jusqu'à présent, il y avait un régime quand même assez disparate.
certaines communes sollicitaient et imposaient une déclaration préalable pour obtenir un numéro d'enregistrement à mettre sur les annonces sur les plateformes de location, comme par exemple Paris, évidemment, qui est une des villes qui restreint le plus la location en courte durée. Clairement, c'est une ville anti-Airbnb. Ça changera peut-être dans les années qui viennent, je ne sais pas. Mais d'autres communes disaient juste, attention, il faut nous dire que vous le faites pour l'Office du tourisme ou pour qu'on puisse collecter la taxe de séjour ou ce genre de choses. Puis il y avait des communes où il n'y avait carrément rien de prévu. Pour rappel, il y a plus de 35 000 communes en France et il y a des milliers de toutes petites communes de quelques centaines ou quelques milliers d'habitants. Donc elles n'ont pas de service dédié à ce genre de choses. Ça change avec la loi Le Meur puisqu'il est prévu d'unifier la formalité déclarative de l'enregistrement pour obtenir un numéro d'enregistrement à mettre sur les plateformes. Et ça sera fait auprès d'un registre unique en ligne. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est peut-être une bonne mesure parce que c'est une mesure globalement de simplification. Qui que vous soyez, si vous faites de la location courte durée, vous vous connecterez en ligne et vous ferez les formalités en fournissant les documents. Alors évidemment, la seule réserve, c'est quels documents allons-nous devoir fournir pour obtenir le fameux sésame, le numéro d'enregistrement? Je ne peux qu'espérer que ce sera simple, d'accord, et rapide. La loi dit que on obtient le numéro d'enregistrement sans délai. Bon, alors moi je veux bien, j'aime bien le numéro d'enregistrement sans délai. Le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. Mais ça ne veut pas dire qu'il vous délivre sans délai le numéro d'enregistrement. Bon, donc c'est à suivre et ça sera mis à la disposition des communes dans lesquelles sont situés les meublés de tourisme. D'accord. Et évidemment, le loueur devra mettre à jour ses déclarations en cas de changement des informations et des pièces justificatives fournies et renouveler sa déclaration à l'expiration d'un délai fixé par décret. Vous allez voir qu'un certain nombre de ces mesures vont nécessiter des décrets d'application. Alors, je vois qu'il y a aussi des questions sur la TVA et la para-hôtellerie. J'essaierai d'y répondre à la fin. C'est vrai qu'on a aussi eu une modification qui est passée sous les radars le 7 août 2024 des critères de la para-hôtellerie. Mais encore une fois, là, ce soir, on va rester un peu centré sur la loi Le Meur. Donc, premier changement notable, généralisation de la formalité de l'enregistrement pour obtenir un numéro. Et en tant qu'avocat et loueur, j'ai tendance à penser que c'est une bonne chose du moment que c'est fait simplement. Deuxième changement majeur, une vérification accrue sur les résidences principales. Alors là, comme d'habitude, il est nécessaire de faire un petit peu de pédagogie, d'accord? Pourquoi? Parce que la résidence principale, lorsque vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous pouvez louer, même dans les villes qui imposent des règles très strictes en matière de changement préalable d'usage ou des règles de compensation pour obtenir une autorisation de changement d'usage, même dans ces communes, à l'heure où je vous parle, vous pouvez quand même, en tant que propriétaire de votre résidence principale, louer en courte durée, pendant un nombre de jours limité, 120 jours, et je vais revenir aussi sur cette durée, bien sûr. Donc, vous pouvez louer pendant un nombre limité votre résidence principale sans avoir à vous plier aux formalités de demande d'autorisation préalable de changement d'usage. Donc, je le rappelle, ne vous demandez pas si ce que vous faites est autorisé, demandez-vous si ce que vous faites est interdit. Et là, dans toutes les communes de France, à l'heure où je vous parle, vous êtes propriétaire, vous pouvez louer jusqu'à 120 jours par an très facilement. Alors pourquoi des vérifications accrues sur les résidences principales? Parce que justement, malheureusement, comme tout le temps, il y a certaines personnes qui sont malhonnêtes, et quand la réglementation devient trop contraignante, certaines personnes sont tentées de tricher. Et que font-elles? Elles déclarent faussement comme résidence principale ce qui n'est pas en réalité leur résidence principale, juste pour pouvoir bénéficier de la règle des 120 jours de location en courte durée. Bon, évidemment, en tant qu'avocat, je ne peux que condamner ce genre de pratique. Et c'est dommage, parce que justement, ceux qui ont fait ça conduisent à toujours plus de réglementation. Et là, vérification accrue, moi, ça ne me choque pas. Ça veut dire que si vous êtes le propriétaire de votre résidence principale, on vous demandera, par exemple, la production de votre dernier avis de taxe foncière
ou avis d'imposition, puisque votre avis d'imposition est censé porter l'adresse de votre résidence principale. Donc, vous devrez fournir à la demande ce type de document pour justifier du fait que c'est bien votre résidence principale. Il y aura aussi sans doute des décrets d'application parce que, évidemment, à qui on va fournir des documents sensibles, comme l'avis d'imposition. Moi, je n'ai pas envie de fournir mon avis d'imposition à n'importe qui, typiquement. D'accord? Ma taxe foncière, à la limite, pourquoi pas. Donc, là aussi, je pense qu'on va avoir des décrets d'application pour préciser les modalités de tout ça. Alors, je prendrai des questions à la fin, mais quels documents à donner, par exemple, pour les déclarations d'enregistrement, les vérifications accrues, dans quelles conditions, etc. Là, je vous présente les grandes lignes des mesures qui sont votées et qui s'appliqueront à partir, pour la plupart d'entre elles, je pense, du 1er janvier 2025, sous réserve de parution des décrets d'application. Alors, je ne vous cache pas qu'avec la censure du gouvernement, il est probable que tout ça prenne quand même plus de temps et que il se passe pas grand-chose forcément dans les mois qui viennent. D'accord? Alors, une question, la loi Le Meur est-elle applicable d'ores et déjà? Oui, elle est déjà en partie applicable. La loi est d'application immédiate normalement, sauf parution de décrets d'application sur certains points spécifiques. Mais les décrets, ils sont pas pris comme ça en un claquement de doigts. Il faut souvent des semaines, voire des mois pour les rédiger et les publier également. Et là, le travail est quand même considérablement ralenti puisque on n'a plus de gouvernement. Alors, ça ne veut pas dire que l'administration ne continue pas à travailler. Ça, c'est une autre question. Alors, donc des vérifications accrues, ça ne me choque pas à titre personnel, encore une fois, en tant qu'avocat. Ce qui est dommage, c'est que ça alourdit tout le process pour tout le monde, y compris les gens qui sont honnêtes. Bon, mais c'est comme ça. Et je pense que, en fait, l'administration avait déjà beaucoup de moyens de savoir ce qui était vraiment ou pas l'ARP. Extension de la demande préalable d'autorisation de changement d'usage. Alors, jusqu'à présent, vous aviez le Code de la construction et l'habitation qui prévoyait que les communes de plus de 200 000 habitants, Paris, 92, 93, 94 comme département, et les communes situées dans certaines zones tendues, pouvaient mettre en place des formalités d'autorisation préalable de changement d'usage. Ça veut dire que, par exemple, dans une ville comme, je vais prendre quoi comme exemple, comme Nantes, vous pouvez louer un premier logement en location meublée en courte durée, encore dit Airbnb, d'accord? Mais vous demanderez et vous obtiendrez une autorisation de changement d'usage pour une durée limitée, d'accord? Mais dès le deuxième logement, on vous dira non, vous ne pouvez pas, c'est un logement par personne, de mémoire à Nantes. Et donc, la possibilité pour les communes de mettre en place ce type de réglementation va être étendue à plusieurs milliers de communes supplémentaires. Ça ne veut pas dire que c'est généralisé forcément dans toutes les communes en France. Mais il y a d'autres communes qui ne pouvaient pas le faire et qui pourront le mettre en application. Encore faut-il qu'elles en aient les moyens. C'est là tout le paradoxe en fait de ces changements, puisque dans certaines communes, elles n'ont pas le personnel ni les services. J'ai récemment eu l'occasion, ça va vous faire rire, de demander à une commune, au service concerné d'une commune dans le 93, s'il y avait des règles concernant une demande préalable d'autorisation de changement d'usage. Et la personne m'a dit, je vous cite, c'est pour faire du RNB, c'est ça? Du RNB, pas du Airbnb, du RNB. Je crois qu'on a confondu la musique et la location courte durée. Donc, c'était pas méchant, c'était sympathique. Manifestement, la personne n'y connaissait rien. C'était une commune du 93 quand même. Donc, pas une petite commune non plus au fin fond de la campagne. D'accord? Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a encore plein de communes où c'est pas du tout mis en œuvre, y compris dans les zones où ça pourrait être mis en œuvre. Mais il y a une extension. Donc, possiblement, vous allez être confronté de plus en plus souvent à ce genre de procédure. Ensuite, on a la soumission de l'autorisation du changement d'usage à un DPE-E. Alors, de quoi s'agit-il? Là encore, depuis l'an dernier, revenait régulièrement sur le devant de la scène, sur la location courte durée, une petite musique disant que le DPE allait être aussi imposé pour les locations en courte durée. Le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Comme vous le savez certainement, puisque vous êtes dans l'immobilier, depuis quelques années, on nous prépare à des interdictions de location pour les logements qui sont ce qu'on appelle des passoires thermiques. Donc là, au 1er janvier 2025,
seront interdites à la location les passoires thermiques qui ont une note mauvaise de G. D'accord? Ensuite, on a les logements en F qui seront interdits à la location en 2028 et les logements en E qui seront interdits à la location en 2034. Mais ça ne concernait que les habitations, c'est-à-dire les logements qui ressortent de la loi de 89 pour les locations, donc la résidence principale. Et un ministre avait dit que ce n'était pas normal parce que ça permettait aux personnes qui avaient des logements mal notés d'échapper aux règles sur le DPE en louant en courte durée. À mon avis, il le faisait pour d'autres raisons, la location courte durée. Alors, du coup, on a une sorte d'alignement et les locations courte durée, pour lesquelles il est nécessaire dans certaines zones d'obtenir une autorisation préalable de changement d'usage, vont être soumises à la fourniture en mairie, puisque c'est la mairie a priori qui va être chargée de contrôler ça, d'un DPE E à terme. D'accord? Alors, il y a un calendrier qu'ils ont normalement à peu près calqué sur le calendrier classique. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et là encore, moi, j'attends les décrets d'application parce que vous vous rendez bien compte que, par exemple, en montagne, la plupart des logements qui sont loués en courte durée sont des passoires thermiques. Or, le parc locatif pour la courte durée en montagne est absolument énorme. Donc, il y a déjà des communes qui s'insurgent en disant, mais comment ça, vous allez empêcher les gens de venir louer chez nous et pour notre activité, ça va être terrible. Il y a aussi d'autres choses qui sont très étonnantes. Alors, bon, on prendra la question à la fin, mais oui, ça pose plein de questions. Je vous présente les grandes lignes. N'oubliez pas, je vous le redis, qu'il va y avoir des décrets d'application pour la mise en application concrète de cette loi. OK? Et pour l'instant, je ne sais même pas à quel site et quel service va se charger de centraliser les demandes d'enregistrement pour répondre à une question. Donc, je ne peux pas vous fournir le site. Je ne le connais pas. Donc, ces règles de DPE vont engendrer un certain nombre d'autres conséquences. Par exemple, si vous avez un logement dit atypique, comme une cabane dans les arbres, on imagine difficilement qu'une cabane dans un arbre soit soumise à un DPE. Parce qu'évidemment, sinon, on ne pourra plus la louer. Mais ça n'a pas de sens. De la même façon, le DPE en lui-même, de base, l'outil est soumis à de vives critiques, puisqu'il n'est pas forcément cohérent. C'est le même partout, alors que ce n'est pas la même chose pour le chauffage dans le sud qu'à Lille. Donc, on va avoir plein de nouvelles difficultés, mais gardons le principe que oui, si vous avez un logement qui est mal isolé, voire très mal isolé, potentiellement dès 2025, s'il est en G, vous ne pourrez plus non plus le proposer à la location en courte durée. Donc ça, si vous avez des travaux en cours, indispensables, profitez-en pour améliorer vos travaux et votre DPE. Alors, Pardon, je vous coupe. Une petite question de Lydie, et je pense que c'est intéressant. Elle demande s'il y a une dérogation particulière pour les zones des dom-tom. Et je pense justement que pour le DPE, ça ne sera pas le cas dans les dom-tom. Peut-être que je me trompe. Alors, j'ai rien lu dans la loi sur des dérogations pour les dom-tom. On attend des dérogations de toute façon. Alors, peut-être pour les dom-tom, c'est pas impossible. Sur le DPE classique, je dois dire que je me suis pas interrogé dessus. Donc, à confirmer. Pour l'instant, à confirmer, pour l'instant, je ne sais pas. Malheureusement, il faut vous dire qu'il y a énormément d'interrogations. D'accord? Et par exemple, je sais, et ça, je peux vous le dire, il y a une proposition de loi qui a été déposée justement pour venir préciser quelles seront dans la durée les interdictions en matière de baux renouvelés. Puisque même sur la location classique, on s'est demandé, oui, mais si j'ai une interdiction de louer, par exemple, parce que mon logement est en G et que j'ai une interdiction de louer au 1er janvier 2025, mais mon contrat est en cours de location, à partir de quand l'interdiction va-t-elle s'appliquer? Même chose, si j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir louer, mais que techniquement, il m'est impossible d'obtenir un bon DPE. Est-ce que je ne pourrais pas avoir une dérogation pour pouvoir continuer à louer si je prouve que je suis allé au maximum de ce que je pouvais faire pour pouvoir louer avec un bon DPE? Et effectivement, il y a une proposition de loi qui est venue
assouplir un petit peu tout ça, mais elle est en cours d'examen et on va avoir de très nombreux amendements, à mon avis, ou propositions pour venir préciser tout ça et assouplir. Idem dans les copropriétés. Pourquoi serais-je pénalisé si dans une copropriété, elle refuse de voter les travaux, cette copropriété, et elle m'empêche ainsi d'avoir une bonne note sur mon DPE? Il n'y a pas de raison. Donc, on va avoir tout un tas d'aménagements pour ces règles DPE. D'accord? Quelqu'un nous répond actuellement, pas de DPE obligatoire dans les DOM. Donc, à vérifier, mais ça serait plutôt une bonne chose. Et effectivement, il faut quand même faire preuve d'une certaine logique. Donc, vous le voyez, il y a énormément, en fait, le diable se niche dans les détails, comme d'habitude, et on va avoir énormément de modalités d'application, certainement des dérogations pour la montagne, c'est à peu près sûr, de la même façon qu'on aura certainement aussi des dérogations plus tard, quand on reviendra sur la réforme de la fiscalité locative, qui pour l'instant, comme je le disais, est partie un peu à la poubelle, la réforme globale, LMNP, LMP, réintégration des amortissements, on aura certainement des dérogations qui sont réclamées à corps et à cri, par exemple pour les résidences-services. Donc, on va avoir un certain nombre de dérogations, puisque comme d'habitude, on pose des règles de principe, et ensuite, on étudie les modalités d'application. Mais revenons à notre sujet principal. Donc voilà, il est arrivé, le DPE va être appliqué à la location courte durée. Vous devez retenir le principe, vous y préparer et peut-être accélérer vos travaux si vous souhaitez continuer à pouvoir louer tranquillement en location courte durée. Alors, ce n'est pas tout, il y a encore d'autres changements qu'on va étudier maintenant. Alors, un changement essentiel, le changement de la règle de majorité en copropriété. De quoi s'agit-il? Depuis de nombreuses années, je m'évertue à dire que, oui, une loi faite, mais comme toujours, pas d'infos réellement précises pour l'application. Bah oui, la loi pose les grands principes et ensuite on a plein de textes d'application pour régler les détails. Et chaque LCD est différente de celle du voisin, nous sommes tout à fait d'accord. Alors, changement de la règle de majorité en copropriété. Donc, de quoi s'agit-il? Depuis plusieurs années, je m'évertue à dire, et j'étais un petit peu le seul avocat à le dire, je dois le dire, que la location en courte durée est une activité civile. D'accord? Alors que des arrêts de 2018 et 2020 de la Cour de cassation semblaient avoir dit le contraire. J'avais lu les arrêts, j'avais lu aussi les arrêts d'appel, et je disais non. La Cour de cassation n'a jamais dit, par principe, que c'était une activité commerciale. La Cour de cassation, très sympathiquement, m'a donné raison cette année, en 2024, dans un arrêt important du 25 janvier 2024, arrêt dans lequel la Cour de cassation a dit noir sur blanc et a confirmé une cour d'appel de Chambéry, qui avait dit que l'allocation courte durée était une activité civile, sauf activité de para-hôtellerie. D'accord? Ce qui me permettait, dans les copropriétés où on avait un peu des grincheux qui disaient oui, vous ne pouvez pas faire de location courte durée parce que c'est une activité commerciale, ben moi je leur disais, les gars, vous êtes gentils, ça tombe bien, arrêt du 25 janvier 2025, la Cour de cassation a confirmé que la location courte durée par principe est une activité civile, et même si dans votre immeuble on ne peut pas faire d'activité commerciale, ça tombe bien, puisque l'activité exercée par mon client est une activité qui n'est pas une activité commerciale. OK? Alors, évidemment, certains copropriétaires essayaient de répliquer, appuyés par certains syndics, en voulant faire voter des règles anti-Airbnb, c'est-à-dire en modifiant le règlement de copropriété. Et ils perdaient. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, pour faire voter une loi restreignant l'usage des copropriétaires consistant à louer en courte durée, il fallait l'unanimité en assemblée générale de copropriété. Or, par hypothèse, moi, si j'étais dans la copro et que je faisais de la location courte durée, évidemment, je n'allais pas voter une règle qui allait m'empêcher de le faire. Et, m'y opposant, l'unanimité n'était pas atteinte. Et comme ils sont mauvais joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait changer la règle. Donc désormais, une copropriété pourrait potentiellement, alors ça ne concerne pas toutes les copropriétés, je vais y revenir, pourrait potentiellement faire voter à la majorité des 2/3 une disposition qui viendrait interdire la location en courte durée. Plusieurs remarques et précisions à cet égard. Écoutez bien, c'est important. D'une part,
cette règle de possibilité d'interdire la location en courte durée à une majorité et non plus à l'unanimité serait applicable dans les copropriétés qui ne comportent pas des lots exploités en commercial, donc des lots à usage commercial. Donc, a priori, s'il y a des commerces au pied de votre immeuble, on restera sur la règle de l'unanimité, puisque là, il y a déjà de la commercialité dans l'immeuble. Évidemment, cette règle ne s'appliquera pas non plus dans les immeubles qui sont déjà à usage mixte ou qui tolèrent les usages commerciaux. D'accord? Par contre, dans les copros où il y a une zone grise et où on dit usage exclusif d'habitation, mais les professions libérales seront autorisées, etc., là, on pourrait faire voter ce type de disposition. Autre remarque, il n'est pas impossible que cette disposition soit une disposition qui soit anticonstitutionnelle. Je m'explique, il y avait déjà une tentative il y a quelques années pour faire voter une disposition un petit peu similaire, mais dans le cadre d'une autre loi, et le Conseil constitutionnel avait retoqué cette disposition. Il s'avère que cette année, malheureusement, aucun groupe parlementaire n'a saisi le Conseil constitutionnel, et donc la loi n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel. Cela dit, il est probable qu'un copropriétaire mécontent de l'application de cette règle pourrait déposer une question prioritaire de constitutionnalité et qu'en cas d'examen, ce changement qui porte atteinte réellement au droit de propriété d'un copropriétaire, puisqu'on restreint son droit d'usage et de jouissance sur sa propriété personnelle. Donc, je pense qu'il est probable que cette disposition pourrait être recalée par le Conseil constitutionnel lors d'une question prioritaire de constitutionnalité. Donc, cette affaire n'est pas terminée, loin s'en faut. Alors, je vous rassure aussi, quand même, dans l'immense majorité des copros, si vous prenez de bonnes dispositions de contrôle du bruit, d'information des voyageurs, vraiment de règlement intérieur, etc., vous n'aurez pas de difficulté parce que tant que ça ne génère pas de nuisance, en réalité, personne ne s'en plaint. Par contre, dans les quelques copropriétés où les gens sonnent n'importe où parce qu'ils ne savent pas exactement où est l'hébergement, où c'est dans les étages, ils montent avec des valises, ils font du bruit, où il y a eu des fêtes, oui, vous vous exposez à ce qu'à un moment ou à un autre, les copropriétaires occupants tentent de faire voter ce genre de disposition. D'accord? Point important sur le changement à unanimité locaux commerciaux, existe-t-il une base légale pour contrer cette tentative des autres copros? Comme je viens de le dire, à mon avis, de toute façon, cette atteinte à la règle de l'unanimité, à mon avis, est anticonstitutionnel. À suivre. D'accord? Donc, encore une fois, vous ne vous heurterez à ce genre de disposition, tentative de changement, que s'il y a des nuisances dans la copro, et ça peut se comprendre. D'accord? C'est pas parce que je suis un avocat pro location courte durée et pro-propriétaire bailleur qu'il faut faire n'importe quoi non plus, soyons clairs. Alors, autre disposition, toujours, attestation sur l'honneur que votre demande de changement d'usage est conforme au règlement de copropriété. Alors ça, je l'ai mis un petit peu pour le fun, il faut le dire. Pourquoi? Parce que moi, parfois, on sollicite des consultations pour savoir si on peut faire de la location en courte durée par rapport au règlement de copropriété. Et j'ai de temps en temps du mal à le déterminer. Donc, demander au copropriétaire de dire que sa demande de changement d'usage est conforme au règlement de copropriété et de l'attester sur l'honneur, c'est lui demander de se prononcer sur des règles de droit qu'il ne comprend pas forcément. Quelle sanction pour ça? Je ne sais pas. J'ai rien vu dans la loi Le Meur qui prévoit une sanction pour ça. Et à quoi ça sert? Je ne sais pas non plus concrètement. Voilà. Mais c'est prévu dans la loi. Il faudra attester sur l'honneur que votre demande de changement d'usage est conforme au RCP. OK, pourquoi pas. Alors, chez nous, aucune nuisance, les copros veulent interdire par principe. Mais on est à Paris. Bah oui, mais non, mais à Paris, oui. De toute façon, Paris... alors, attention, je pense que cette disposition sur une règle de majorité pour interdire la location courte durée va venir en contrariété avec la possibilité de louer jusqu'à 120 jours dans sa propre résidence principale. Je ne sais pas du tout comment ça pourrait être réglé. D'accord? C'est à suivre également. Et j'y reviens maintenant d'ailleurs, toujours au titre des changements juridiques, puisqu'on parle de la copro,
Si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, comme je le disais, on peut louer jusqu'à 120 jours par an. La loi Le Meur prévoit que sur décision prise en conseil municipal, une mairie puisse réduire de 120 jours jusqu'à 90 jours minimum la possibilité de louer sa résidence principale. Alors, quelle justification pour ça? C'est lutter contre les abus. Je ne sais pas concrètement ce que ça veut dire. C'est ma résidence principale. Ça ne change absolument rien et ça ne remet pas un logement sur le marché si je loue 120 jours ou si je loue 90 jours ma résidence principale, puisqu'elle reste ma résidence principale. D'accord? Alors oui, bonne remarque d'Emmanuel, jusqu'à 365 jours par an, si c'est non pas la location de la totalité de votre résidence principale, mais seulement d'une partie, une chambre ou une pièce. Là-dessus, il n'y a pas une modification. D'accord? Mais là, ce soir, je parle particulièrement des changements apportés par la loi Le Meur. Et donc, dans certaines communes, vous avez par exemple Paris qui a tout de suite dit, nous, on va passer de 120 jours à 90 jours. Ils sont dans les starting blocks et dès que va y avoir un conseil municipal, ils vont voter la réduction de 120 jours à 90 jours. Vous allez me dire pourquoi? Par volonté idéologique, je vous le dis tout de suite. Ils n'ont pas envie que les gens louent en courte durée, peu importe pour eux que ça soit la résidence principale ou pas. Donc, si c'est pour enquiquiner les gens, les empêcher de louer en courte durée, ils vont passer à 90 jours et ils sont contents de le faire. Voilà. Ils vont empêcher les loueurs de gagner plus d'argent. Apparemment, c'est pas bien de gagner de l'argent avec sa résidence principale. C'est comme ça. Il n'y aura pas que Paris. Il y a d'autres villes qui mettront ce genre de disposition en place. Sachez cependant que ce n'est pas systématique non plus et que ça sera uniquement une fois qu'une commune aura pris une mesure en conseil municipal. Donc j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur non plus de cette disposition. L'immense majorité des communes s'en fichent totalement et au contraire largement favorables à la location en courte durée. Donc pas de difficulté. Vous le voyez jusqu'à présent, oui, la loi Le Meur a apporté des modifications, mais ce n'est pas non plus la fin de la location courte durée, comme vous l'avez très certainement lu sur Internet ou sur des vidéos YouTube avec des titres un petit peu accrocheurs. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de ça. Ça va possible. Et puis, une commune pourrait dire on passe de 120 jours à 105 jours. C'est 120 à 90. Voilà. Alors, pour vous qui êtes nombreux à faire de la conciergerie ce soir aussi, je le sais, évidemment, attention, j'attire votre attention sur une disposition particulièrement importante concernant justement les problématiques de déclaration de changement d'usage. Puisqu'il y a de nombreuses sanctions qui sont prévues pour le respect de la loi Le Meur et aussi des augmentations des amendes. Donc certaines amendes, par exemple, lorsque vous faites des choses illégalement, vous pouvez passer d'une amende de 50 000 à 100 000 euros si vous louez illégalement sans autorisation de changement d'usage un logement. Donc c'est très très important, l'amende est doublée. Donc une amende à 100 000 euros, ça va quand même faire très mal. Et attention parce que justement, une disposition prévoit que pour les gens qui vont frauder sur les autorisations préalables de changement d'usage, d'accord, on a un article L651-2-1, je le cite parce qu'il est vraiment important pour les conciergeries, que toute personne qui se livre ou prête son concours, alors c'est l'article du Code de la construction et de l'habitation, sauf erreur de ma part, donc L651-2-1, toute personne qui se livre ou prête son concours à la commission de l'infraction prévue à l'article L651-2, donc c'est les infractions aux règles de changement d'usage, contre rémunération à titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à l'exception des plateformes comme Airbnb, est condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 euros par local irrégulièrement transformé. Donc, vous êtes une conciergerie, d'accord votre propriétaire a déclaré, parce que vous utilisez quand même un bon contrat de conciergerie, je vous le dis modestement, si vous n'avez pas le bon contrat de conciergerie, j'en ai rédigé un. J'en profite pour vous le rappeler. Et je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, dans le contrat de conciergerie, il est stipulé que le propriétaire déclare qu'il a les autorisations nécessaires, etc., etc. Vérifiez que c'est bien le cas. Parce que si vous prêtez votre concours, même involontairement,
vous pourriez être sanctionné pour avoir facilité la commission de l'infraction par le propriétaire. Donc ça, c'est nouveau comme disposition et j'attire particulièrement votre attention sur le risque que fait peser cette nouvelle infraction sur les intermédiaires. Autre chose, possibilité de délimiter des zones exclusives pour la résidence principale. Et oui, effectivement, il sera possible de délimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale. Alors, je dois vous dire que cette disposition me surprend un peu. Est-ce que ça signifierait, et je ne suis pas un spécialiste de l'urbanisme, hein, moi je suis dans l'investissement immobilier, je conseille les investisseurs, les concierges, les sous-loueurs et les pros de l'IMO sur ces sujets, d'accord, vis-à-vis de leurs propres clients. Donc, est-ce que ça signifierait que si vous déposez une demande de permis de construire dans certaines zones, le permis de construire sera forcément pour un usage, enfin une destination de logement et d'habitation? C'est ce que semble dire le texte, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de l'urbanisme. Dans le droit d'investir, vous avez les coordonnées en cas de question d'une spécialiste de l'urbanisme sur ces questions. Mais disposition assez étonnante qui nécessitera d'être clarifiée par évidemment des décrets d'application et potentiellement encore, voilà, c'est à voir. Est-ce que ça va tenir la route? Comment est-ce qu'ils vont déterminer tout ça? Je dois dire que c'est vraiment assez étonnant. Bon, alors il y a des sanctions sur aussi les promesses de vente par rapport à ces obligations de résidence principale. On nous dit usage exclusif de résidence principale. Moi, je ne connais pas l'usage de résidence principale. En France, il y a deux usages, usage d'habitation et usage autre que l'habitation. Alors, ils ont, dans la loi Le Meur, essayé d'améliorer la terminologie, mais là, ils nous mettent un nouvel usage qui est l'usage exclusif de résidence principale. Bon, ce n'est pas prévu ailleurs dans la loi. À suivre. Vous voyez, il y a quand même beaucoup encore d'imprécisions et j'ai absolument pas réponse à toutes les questions que vous nous posez, qui sont nombreuses, parce que cette loi a été encore une fois promulguée le 19 novembre. Le gouvernement a été censuré et ils ont comme priorité quand même de remettre en route une nouvelle loi de finances pour l'année 2025. Sinon, on s'expose à des conséquences désagréables. Enfin, on va dire, ça n'a pas non plus été le cataclysme annoncé. La Bourse de Paris a gagné des points au lieu d'en perdre. Bref, revenons à notre sujet. Mais vous le voyez, énormément d'interrogations suite à cette loi Le Meur. Et puis, à qui s'adresse par exemple l'attestation sur l'honneur pour le changement d'usage? Ça, il faudra la fournir en même temps à la mairie ou au service concerné, en même temps que vous ferez votre demande de déclaration, de demande d'autorisation de changement d'usage. Alors, je sais aussi que dans certaines mairies, elles délèguent ça à une société, à un service comme Déclaloc, si je ne dis pas de bêtises. Je pense, Clara, que vous connaissez ce service. Donc, parce que certaines mairies n'ont pas les moyens de le faire. Donc, ce qui est un petit peu quand même étonnant, c'est qu'on délègue à une société privée le respect de la réglementation mise en place par des communes qui sont des collectivités publiques. Sans commentaire. Il y a deux questions assez pertinentes sur le changement d'usage. Déjà, il y en a une d'une conciergerie et c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Comment s'assurer de la bonne déclaration d'usage réalisée par les propriétaires? Eh ben, le propriétaire doit avoir obtenu une autorisation de changement d'usage, tout simplement. C'est un document délivré en mairie. Et j'en ai souvent vu. Alors, par contre, je ne vous cache pas qu'il y a des communes qui mettent en place ce genre de choses qui ne sont pas du tout claires dans la terminologie utilisée. Elles parlent de gestionnaire, elles parlent de délégataire pour obtenir l'autorisation. Parfois, dans le formulaire, il est indiqué que le déclarant doit faire ceci ou cela. Parfois, c'est le propriétaire. Parfois, c'est le mandataire. Et on se dit, bah zut alors, qui doit faire la demande? Et ce n'est pas toujours la même chose. Donc, là encore, c'est ça la question de Jérôme. Oui, tout à fait. Là, il y a la question de Jérôme, mais c'est plus sur la sous-location. Qui prend le risque du changement d'usage, le propriétaire ou le sous-loueur? Ça dépend des villes. J'aurais tendance à dire quand même que c'est plutôt le propriétaire qui devra faire les formalités. N'oubliez pas que le changement d'usage est personnel et attaché à la personne du propriétaire. Il y a encore quelques années, tout ça était très flou. Et il y a des communes comme Lyon, avant la mise en place de la réglementation dite anti-Airbnb, qui admettaient que ça soit fait par les sous-loueurs.
Maintenant, c'est plus possible. Il faut que ce soit le propriétaire. Donc, de façon générale, c'est plutôt au propriétaire de le faire. D'accord? Voilà. Alors, après tous ces nombreux changements juridiques, passons un tout petit peu à la fiscalité sur la location courte durée. Et alors là, on a fiscalité 2024 et fiscalité 2025. La fiscalité 2025, je dois vous dire qu'il y a eu tellement de changements que je n'ai pas rechecké les chiffres. Donc, je vous invite quand même à vérifier avec votre expert comptable que je ne vous ai pas écrit de bêtises, mais a priori, c'est ça. Hein. Meublé de tourisme non classé, abattement de 30%, seuil 23 000, puisqu'il y a eu le feuilleton de l'annulation auprès du Conseil d'État pour l'année 2023, etc. Un vrai bazar. Donc, on a une fiscalité 2023 différente de celle de 2024 et qui sera différente de celle de 2025. Bon courage. Meublé de tourisme classé, on était resté sur l'abattement de 50% et le seuil à 77 700. Et un abattement exceptionnel suite à l'embrouille à mini de l'année dernière qui peut aller jusqu'à 92% dans les zones non tendues pour les chambres d'hôtes. D'accord? Location meublée longue durée, abattement de 50%, seuil 77 700. Ça, c'est pour 2024. Pour 2025, on va y venir, du coup. Que s'est-il passé dans la loi Le Meur? Eh bien, c'est la slide suivante. Gros changement. Meublé de tourisme non classé, donc vous avez un meublé de tourisme classique. L'abattement est passé à 30% avec un seuil pour rester en micro-BIC de 15 000 euros. Donc, c'est très peu. Donc, pour toutes les personnes qui dépassent 15 000 euros de chiffre d'affaires en 2025, vous devrez prendre un expert comptable et passer au régime du réel. Sinon, si vous êtes en dessous de 15 000, vous n'aurez plus qu'un abattement de 30%. Donc, on a aligné l'abattement des 30% sur l'abattement qui est pour pratiquer pour le micro-foncier sur les locations nues. Alors, c'est volontaire, hein, puisque ce qui était dit dans la loi dite Le Meur, alors Le Meur, c'est le nom de la députée qui a porté cette loi, qui est une loi dite transpartisane et soutenue par un large panel de parlementaires. Donc, le but, c'était de remettre en location classique du logement. Clairement, c'est pour ça qu'on l'a appelé la loi anti-Airbnb. Des expérimentations ont été faites à New York qui n'ont pas conduit à une amélioration notable et à une remise sur le marché de nombreux logements classiques. On va voir ce que ça va donner en France. Je suis persuadé que Airbnb est un petit peu la cible des attaques, surtout du lobby hôtelier, mais que ça ne va pas remettre sur le marché locatif énormément de logements. Pour vous donner des chiffres, j'ai fait des petites recherches avec des outils d'IA sur Internet. Les logements vacants en France, c'est à peu près 3 millions de logements. Les logements loués entiers, hein, je dis les logements entiers loués en courte durée, c'est 200 à 300 000. Donc, on ne va pas bouleverser la crise du logement en forçant quelques personnes à remettre en location longue durée à l'année suite aux modifications de la loi Le Meur. Clair. Alors, meublé de tourisme classé. Alors là, on est sur un abattement de 50%, seuil 77 700. Et alors ça, c'est pas dans la loi Le Meur, mais il n'y a pas eu de changement. On reste sur la location meublée longue durée à l'année, abattement de 50%, seuil 77 700, puisque les changements qui étaient prévus dans la loi fiscale, pareil, au revoir, puisque la loi fiscale n'a pas été adoptée. D'accord? Alors, du coup, les chambres d'hôtes par nature non classées, on est sur 30% et 15 000. Alors, le problème de la loi Le Meur, c'est qu'ils n'ont pas bien pensé aux chambres d'hôtes et aux gîtes, et que pour l'instant, oui, vous n'êtes pas bien traité, vous êtes même maltraité, sauf si vous êtes classé. Mais les logements, les gîtes et chambres d'hôtes n'ont pas, j'ai pas vu de disposition spécifique dans l'article. Alors c'est l'article 50-O du Code général des impôts. Pour ceux qui veulent aller le voir, d'accord? Oui, mais alors, je vois les remarques. Hein. L'abattement de 71, c'était 2024. Là, je suis sur la fiscalité pour l'année prochaine. 2025, suite au vote de la loi Le Meur en novembre 2024. Donc ça, c'est la fiscalité pour l'an prochain. Okay, alors, ça peut encore changer si la loi fiscale vient remédier, par exemple, à une injustice pour les gîtes et chambres d'hôtes. OK, très clairement. Pour ceux qui veulent aller checker tout ça, d'accord, c'est l'article 50-0 du Code général des impôts. En tout état de cause, il y a eu tellement de changements, notamment pour la fiscalité 2024, que je vous invite à vérifier les informations fiscales. Sur le juridique, c'est du sur 100% tout ce que je vous ai dit. D'accord? Pour l'année 2024,
une petite vérif, c'est bon. Et pour l'année 2025, ça sort directement de la loi Le Meur. Donc, ce que je vous dis là, c'est sûr au jour où je fais le webinaire. Attention, on ne sait jamais. Ça pourrait être changé en cas de vote de la loi de fiscale. Mais alors, là, ils vont procéder par ordonnance, donc il n'y aura pas de bouleversement. Mais il va bien se passer encore d'autres choses. D'accord? Ah oui, alors il y a des cas particuliers pour les ZRR ou les FRR, je ne sais plus, ça change de dénomination, etc. Il y a encore plein de choses à dire, mais là, c'est un spécial loi Le Meur. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous parler longuement de la TVA et de la para-hôtellerie ou de la taxe d'habitation, etc. Il y a plein de sujets d'actualité sur la location courte durée en France 2024-2025. Malheureusement, en 1 heure, et je suis très bavard, on arrive rapidement au bout. Donc, ça, c'est vraiment les principaux points de la loi Le Meur. Comme vous le voyez, il n'y a pas non plus d'interdiction générale de la location courte durée en France. Tout va bien. Il y a quelques vérifications supplémentaires. Il y a quelques resserrements également. Mais globalement, l'objectif de serrer la vis de la location courte durée va être plus ou moins atteint. Ils cherchent à récupérer de l'argent avec une fiscalité moins favorable qu'avant. D'accord? Et si on passe à la slide suivante, je crois qu'il y a un petit peu de prospective justement. Donc, problématique du LMNP vers le LMP, j'ai vu passer quelques questions. Donc, la loi Le Meur ne traite pas cette problématique du tout. Ok, ça devait être traité éventuellement dans la loi fiscale, mais là-dessus, on reste sur les anciens seuils. Sous-location professionnelle, une solution rapide. Si vous voulez éviter l'URSSAF, c'est pour ça que je l'ai mis. Donc, mais ça, je n'ai pas le temps de développer non plus. C'était juste pour mémoire. Rappelez-vous que si vous franchissez 23 000 euros de location meublée courte durée, vous allez être soumis à l'URSSAF si vous êtes en nom propre. Et vous noterez que par rapport à la loi Le Meur, maintenant, on a du micro-BIC à 15 000 et un passage en LMP, enfin, non pas un passage en LMP, mais un assujettissement URSSAF à 23 000. Pas simple non plus. Point d'information, courant, oui, il y a quelqu'un qui dit ça donne envie d'investir en France. Oui, c'est compliqué. Donc, attention, courant 2024, il y a une cour d'appel qui a donné raison à l'URSSAF en disant si vous êtes inscrit à l'URSSAF parce que vous dépassez les seuils, vous ne pourrez pas être radié si vous revenez sous les seuils. Donc, compliqué. Conciergerie, carte G ou pas, là-dessus, pas de nouveauté. Vous pouvez toujours opérer une conciergerie sans avoir de carte G dès lors que vous facturez des prestations de services, que vous n'encaissez pas d'argent pour le compte des propriétaires et que vous n'êtes pas le mandataire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas agir au nom et pour le compte du propriétaire. D'accord? Très clair. Alors, on va prendre des questions. C'était quoi la slide suivante déjà? C'était prospective, je crois, justement. Perspective 2024. Donc ça, c'était l'année de l'achat en société. 2025, c'est pareil. Et faites des apports si vous investissez. Perspective réglementaire. Là, on a eu un bon paquet sur l'allocation courte durée. Je pense qu'on va avoir de nombreux décrets d'application. Comme je le disais, tout ça va être précisé. L'évolution des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt immobiliers, je parle, continuent à baisser. Donc, jusque-là, tout va bien. Alors, un mot sur la TVA. On va répondre à une partie des questions maintenant. Je vous propose, Clara. Oui. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions TVA. Qu'est-ce que vous en... On répond aux questions TVA? Allez, déjà commentaire, sous-location, attention rapidement soumis à la TVA. C'est ce que nous dit Jérôme. Oui. Alors, je l'ai dit à de très nombreuses reprises, quand vous faites de la sous-location immobilière, ça reste de la location immobilière. Et jusqu'à présent, la location courte durée n'était pas par principe soumise à TVA, sauf para-hôtellerie, puisque l'activité de para-hôtellerie, c'est une activité d'hébergement qui, à mon sens, est commerciale pour le coup. Je serais de mauvaise foi si je venais dire que la para-hôtellerie n'est pas une activité commerciale. D'accord? Cela dit, donc, en août 2024, Bercy modifie les critères de la para-hôtellerie. Il y a des recours juridiques engagés contre ces modifications réglementaires. Je vous le dis tout net. J'ai eu l'occasion d'en parler récemment avec quelqu'un du syndicat des loueurs meublés de syndicat de la location meublée, syndicat professionnel de la location meublée. Il y a des recours engagés contre ces modifications littérales des critères de para-hôtellerie. Bien que Bercy dise, c'est pas des modifications, on a apporté un éclaircissement. C'est faux. Ils ont changé les critères, d'accord? Donc maintenant,
Si vous faites de la courte durée et que vous faites le ménage et que vous changez le linge entre deux voyageurs pour des séjours de moins d'une semaine, vous cochez les critères accueil personnalisé, ça c'est toujours le cas, ménage et linge. Et si vous avez 3 critères, vous passez en para-hôtelier. J'y reviendrai peut-être plus dans le détail parce que on se demande quand, pourquoi, comment, conséquences. Il y a plein de choses à dire. Mais donc potentiellement, oui, vous allez passer rapidement en TVA dans ce cas-là, parce que si vous êtes para-hôtelier, vous êtes par nature assujetti à la TVA. Seuil de franchise pour l'année 2025, ça sera à 85 000 euros. Donc vous serez assujetti à la TVA. Alors c'est pareil, hein, si vous faites de la location courte durée en direct, en nom propre, bien sûr. D'accord? C'est vous l'exploitant. Donc, vous étiez en dessous de 91 700 euros en franchise de TVA pour 2024. Vous serez en franchise de TVA en dessous de 85 000 et quelques pour 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes potentiellement assujetti, mais que si vous êtes sous ces seuils, vous n'aurez pas à facturer et à déduire la TVA. C'est ce qu'on appelle la franchise de TVA. On est assujetti, mais on n'a pas à la mettre en place. D'accord? Donc, par contre, pour les gros loueurs, oui, ça va avoir des implications. Et Bercy a semblé dire lors d'un rescrit fiscal que ça s'appliquait à compter des opérations potentiellement du 1er janvier 2024, ce qui m'étonne personnellement. Mais plein encore d'incertitudes là-dessus. Et d'ailleurs, dans le rescrit fiscal que vous pourrez retrouver dans l'espace membre du droit d'investir, eh bien, Bercy n'a pas répondu à toutes les questions qui ont été posées par la personne qui m'a envoyé le rescrit, malheureusement. Ça arrive. Voilà, autre question, puisque malheureusement, l'heure tourne très rapidement. C'est vrai, il y avait plein de choses à dire. Il y a 2 grandes questions qui sont revenues et c'est vrai qu'il faut qu'on y réponde. Il y a Nico Oui, qui demande, donc il n'y a pas de changement pour la location meublée professionnelle par rapport à 2024. exact. Pour l'instant, avec la fin de la loi fiscale, la loi de finances pour 2025, les seuils et critères de passage LMNP vers LMP restent les mêmes et il n'y a pas pour l'instant de réintroduction, c'est-à-dire de réintroduction de l'amortissement dans le calcul de la plus-value à la revente. Donc, régime fiscal inchangé, LMNP, LMP pour l'instant. Ok, c'est clair. Il y a eu aussi plusieurs questions sur est-ce que toutes ces nouvelles mesures, elles pourraient avoir un caractère rétroactif? Alors, la loi, normalement, n'a pas de caractère rétroactif, mais la loi fiscale peut avoir un caractère rétroactif. Ceci étant, je n'ai pas lu dans la loi Le Meur de caractère rétroactif des mesures. Donc, pour moi, elles s'appliqueront uniquement pour l'avenir. Et pour certaines, dans plusieurs mois encore après les décrets d'application. Ça, c'est clair aussi. Bon, il est déjà l'heure. On peut peut-être, si tout le monde est d'accord, rester 10 petites minutes en plus pour essayer de Allez, répondre oui, oui, à oui. tout le monde, si vous n'êtes pas Alors, attendu, en tout il y a cas. une question hors TVA qui me semblait sympathique, c'est pas forcément juridique, c'est Airbnb, Booking.com et autres ne semblent pas très motivés à défendre les loueurs en mettant des avocats à disposition des LCD. Alors, je vous le dis pour information parce que on n'est pas sur les plateformes de réservation là. J'ai moi-même proposé à un dirigeant d'Airbnb de dire, compte tenu de l'évolution en France de ces questions, ça serait peut-être intéressant que je fasse un webinaire sur Airbnb à destination de vos clients, comme je le fais ce soir bien volontiers, parce que moi, j'aime aider les gens justement à investir correctement, à bâtir leur stratégie juridique et fiscale immobilière. Hein, c'est ma vraie mission. Donc, je l'ai proposé. Il m'a été répondu qu'il n'avait pas ce type de besoin et qu'il reviendrait vers moi le cas échéant. Donc, oui, effectivement, si vous voulez, le fait que leurs propres clients se posent plein de questions, ça n'a pas l'air d'émouvoir fondamentalement Airbnb. Mais quelqu'un d'autre m'avait dit, Dimitri, t'inquiète pas, ils se pensent tellement au-dessus de la mêlée que ça ne les intéresse pas. Et c'est confirmé. Donc oui, ne comptez pas sur Airbnb, notamment pour vous aider sur ces sujets. Alors peut-être qu'ils estiment avoir un certain devoir de neutralité, pourquoi pas, mais voyez faire un webinaire comme je le fais ce soir. Moi, je me contente de vous exposer l'évolution de la réglementation. Donc, ça ne me semble pas non plus quelque chose d'absolument extraordinaire. Par contre, encore faut-il comprendre comment tout ça fonctionne et vous l'expliquer dans des termes relativement clairs. D'accord? Je ne suis pas là pour jargonner parce que sinon, je vous dis, je prends la loi et je vous dis, l'article 8-1, après l'article 8-1, il est inséré un article 8-1-1 ainsi rédigé, les règlements de copro, etc., au sens du premièrement du grand 1 de l'article L324-1
1 du Code de tourisme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je veux dire, les renvois d'articles en article en article, on s'en fiche. On veut comprendre ce qui se passe. D'accord? Tout ça pour répondre à la question, bah oui, comptez plutôt sur quelques avocats en France qui sont spécialisés sur ces domaines, et j'ai l'honneur de faire partie de ces quelques avocats spécialisés. Et donc, voilà. Peut-être d'ailleurs qu'on peut afficher la dernière slide, justement, qui comporte mes coordonnées et le QR code. Par contre, il y a la question qui va gêner le QR Ah, code. Voilà. Donc, je l'enlève, donc, je l'enlève. je vais continuer à répondre à des questions. Donc, vous voyez, vous avez toutes mes coordonnées pour me contacter si vous avez des besoins de demande de consultation, que ça soit aussi de constitution de société, de contrat de sous-location, etc. Là, je suis expert dans ce domaine, il n'y a pas de souci. Continuons sur encore quelques minutes sur les questions et je vous parlerai du droit d'investir. Ok. Il y a Val qui nous posait une question et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde aussi. Quel impact cela peut-il avoir sur les non-résidents français ayant un bien mobilier en France? Alors, un impact juridique, de toute façon, il n'y a pas d'impact juridique puisque que vous habitiez en France ou pas, c'est le critère de l'exercice activité en France qui s'applique pour toutes les questions d'ordre juridique. Donc là, il n'y a pas d'impact. Sur la fiscalité, il n'y a pas eu non plus de changement LMNP, LMP. Donc, sur la fiscalité, c'est la fiscalité uniquement spécifique à la location courte durée qui s'applique et elle s'appliquera que vous soyez en France ou ailleurs. Donc, et comme on a parlé uniquement du micro-BIC, puisque la loi Le Meur n'a changé finalement la fiscalité que sur le micro-BIC, pas sur le régime du réel. Donc, à l'heure actuelle, pour les non-résidents fiscaux, on reste sur les règles antérieures. Pas de changement. Simple et efficace. D'accord? C'est vrai qu'on a des questions très différentes, donc j'essaye de voir les Oui, questions qui sont il y a revenues beaucoup de plusieurs questions. fois. Je passe Alors, un peu du je coq vous à laisse l'âne. regarder, Clara, et moi, je vais parler 2 minutes du droit d'investir. Donc, je suis avocat dans ce domaine et je vous propose aussi de rejoindre la communauté du droit d'investir. Vous avez le QR code, donc scannez le QR code, sinon vous tapez dans Google le droit d'investir. Vous allez arriver sur la page de mon podcast spécial pour concierge, sous-loueur, investisseur immobilier, pro de l'IMO. J'ai des avocats dans la communauté du droit d'investir. J'ai des experts comptables qui me posent des questions. Donc, c'est un podcast hebdomadaire, un fichier audio chaque semaine avec un focus. J'ai fait 40 minutes sur la loi Le Meur il y a peu de temps où j'ai détaillé encore plus les dispositions. J'ai fait un focus également sur LCD, TVA et para-hôtellerie. Et puis, il y a déjà plus de 70 épisodes. Donc, vous rejoignez la communauté. Vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a pas de durée d'engagement minimum. Vous allez bénéficier des podcasts hebdomadaires pour rester à jour. Mon conseil, prenez les infos à la source. Je suis avocat dans ce domaine. Je ne fais que ça tous les jours. D'accord? Et je suis investisseur. Donc, je comprends parfaitement vos problématiques. J'ai exactement les mêmes. Et en plus de l'émission, donc chaque semaine à laquelle vous allez accéder, d'accord? Vous aurez 2 heures par mois en direct live, comme ce qu'on fait avec moi pour me poser vos questions. Vous aurez les vidéos additionnelles, des documents supplémentaires comme ma lettre pour vous demander à être déchargé ou en tout cas dire à la SACEM, je n'ai pas à payer la taxe SACEM, vous savez, la fameuse. J'ai rédigé un modèle de lettre, donc vous avez des modèles de documents. Vous aurez des analyses de ville faites par la société J'affiche complet pour pratiquer la location courte durée, des analyses statistiques rédigées par Élise Ripoche de J'affiche complet. Et puis ce soir, exceptionnellement, si vous souscrivez à mon podcast jusqu'à ce soir à minuit, c'est une offre exceptionnelle. Je vous offre à tous et toutes 30 minutes de rendez-vous. Vous m'écrivez à l'adresse qui est là, contact@cabinet-boujard.com. Vous me dites j'ai souscrit au podcast aujourd'hui dans le cadre du webinaire Logify, d'accord? Et je vous offre 30 minutes de rendez-vous individuel, donc uniquement d'avocat à client, hein, pour vous aider à mettre les bonnes choses en place à votre stratégie juridique et fiscale et répondre à vos questions, sachant que je facture mes rendez-vous pour 30 minutes 210 euros. D'accord? Je vous offre ce rendez-vous de 30 minutes. Donc profitez-en. D'accord? C'est jusqu'à ce soir minuit. Parce que je sais que quand vous allez tester mon podcast, vous allez vouloir rester inscrit. Donc c'est une offre exceptionnelle. Donc profitez, vous aurez non seulement accès à tout le contenu du podcast, y compris les archives, mais également à ce rendez-vous offert de 30 minutes. On prend encore une ou deux questions? On Si peut vous en prendre, avez. voilà, oui, j'en ai deux qui sont pertinentes et après, ça sera déjà pas mal. Il y a la question de Delphine ici, je vais la mettre là. C'est sur le règlement de copropriété. Oui.
Alors, attendez, j'ai perdu sa question. Il y a eu trop de questions, Delphine. Où êtes-vous? Oui, il y a beaucoup de Alors, questions, mais encore une fois, on a centré loi Le Meur ce soir. si un ancien règlement de copropriété précise que les changements d'usage doivent être approuvés à l'unanimité, est-ce que la nouvelle loi prend le dessus et permet donc à une AG de décider de ce changement d'usage à la majorité des 2 tiers? Il faudrait voir si déjà, dans cet ancien règlement de copropriété, ça c'est une question très intéressante. S'il y avait d'autres locaux commerciaux, auquel cas ma réponse serait non. C'est le règlement qui reste en vigueur. Maintenant, la loi nouvelle autorise des votes pour faire modifier le règlement de copropriété à la majorité des 2 tiers. Mais la loi prévoit surtout ça dans les zones où il y a des demandes préalables d'autorisation de changement d'usage qui peuvent être mises en œuvre. Donc, ma réponse sera non si le logement est situé hors de ces zones, puisque là, la loi ne pourra pas venir contredire le règlement de copro. Et en plus, je ne pense pas que la loi, par sa simple promulgation, puisse modifier un règlement qui est contractuel entre copropriétaires. Donc, il faudra quand même faire voter une disposition. Et alors, là où vraiment il y a une vraie contradiction, c'est qu'est-ce qui va primer? La loi ou le règlement qui dit que ça peut être sollicité qu'à l'unanimité, ce changement d'usage. J'aurais tendance à dire que la loi devrait s'appliquer, mais que ça va être sujet à contentieux. C'est clair. Bon, c'est plus ou moins clair, comme toutes la Je nouvelle. dirais, si j'étais le copropriétaire à qui on veut interdire, je dirais, vous savez quoi, la loi peut pas venir modifier ce document contractuel. À voir. Question très D'accord. intéressante, oui, effectivement. Comme vous le voyez, encore une fois, on a des grands principes et il va y avoir plein d'exceptions. Ce qui est dommage, c'est que ça va générer encore plein de contentieux, à mon avis. Et je pense qu'on peut terminer par cette question qui est revenue pas mal de fois aussi. Doit-on refaire la déclaration de changement d'usage à la mairie ou celle que l'on a déjà suffise? Alors, les déclarations de changement d'usage, elles sont faites et le changement d'usage est accordé pour une durée limitée. Donc, vos autorisations de changement d'usage en cours de validité continuent à être valables. Là-dessus, j'ai pas de doute. D'accord? Par contre, évidemment, à l'expiration des autorisations de changement d'usage, elles tombent et vous devez demander une nouvelle autorisation suivant les règles nouvelles qui sont en vigueur à ce moment-là. Pour rappel, l'autorisation de changement d'usage vous est personnelle et a une durée limitée. Et la loi vient préciser, d'ailleurs, la loi Le Meur vient préciser que les autorisations de changement d'usage sont désormais accordées pour un maximum de 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait que je retrouve exactement ça, mais il me semble bien que c'est désormais 5 ans. Donc, je pense que ça va raccourcir dans un certain nombre de communes les possibilités, restreindre les possibilités. Tandis que les autorisations, les demandes de changement de destination sont des procédures d'urbanisme, et là, on change la destination du bien en lui-même. Donc, c'est un changement permanent, plus compliqué à obtenir en fonction du PLU. Voilà, j'ai essayé de vous condenser ça un maximum, de vous donner un maximum d'informations. Les grandes lignes, on ne peut pas rentrer dans le détail de toutes les dispositions, faute d'avoir, encore une fois, suffisamment de précision. Mais vous le voyez, il y a énormément de choses qui vont demander à être précisées via des décrets. Et ce n'est pas du tout la fin de la location courte durée, comme je l'ai entendu trop souvent. De la même façon, vous pouvez oublier, sortir de votre tête, au moins pour l'instant, toutes les inquiétudes que vous avez pu avoir sur la réintroduction de l'amortissement lors de la revente des LMNP, etc., etc., etc. Il y a eu amortissement sur amortissement, l'augmentation à 33% du taux de la flat tax alors qu'on est à 30%, etc. Tout ça, c'est exit jusqu'au vote de la loi de finances pour l'année prochaine, qui aura lieu sans doute rapidement. Mais voilà. Donc, je serais ravi que vous rejoigniez le droit d'investir. Hein. N'oubliez pas, c'est sur facture, c'est une charge déductible en plus. Donc voilà, il n'y a pas de durée d'engagement minimum. Et puis, pour information, pour me poser vos questions en direct, il y a aussi la prochaine séance de coaching commun qui est prévue le 19 décembre, comme tous les mois. Voilà, j'ai été ravi. Merci Clara encore à Logify de m'avoir accueilli pour vous parler de tout ça. C'est des sujets, moi, que je trouve passionnants, mais c'est un peu normal, je suis juriste. Ben oui, merci à vous en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour la 3e fois. Et moi, je suis aussi très
content parce que c'était super animé. Il y a eu plein de questions, c'était très interactif. Et on avait près de 1000 inscrits pour le webinaire. Donc, c'est une grande première pour Waouh, un des webinaires qu'on fait en français. Je pense que c'était aussi un sujet assez attendu en fin d'année. Donc, merci beaucoup à tous les participants. Et je pense qu'on peut que se souhaiter à tous des bonnes fêtes, une saison avec beaucoup de réservations. Et j'espère, oui. puis, voilà, je pense que oui. Alors, il y a Fabrice qui nous dit, même, merci beaucoup, même si je n'ai pas eu la réponse à ma question. Allez, je prends la Ah, dernière de Fabrice, Fabrice, mais vraiment, c'est vrai qu'on Fabrice, l'a perdu. reposez-nous votre question là en dernière minute, comme ça. Aïe, aïe, aïe. Euh, Reposez-la nous plutôt que de devoir tout scroller, ça sera plus simple. Je vais essayer de la Et trouver au cas où. Alors, Fabrice, est-ce au que je cas la où. trouve? Mais c'était un plaisir. Il y a beaucoup de gens que je connais aussi qui se connectent. Donc, tisser vraiment des liens, c'est sympa de tisser des liens avec les loueurs également et les conciergeries. Moi, j'adore. J'étais il y a peu de temps là, à Sarlat à l'initiative de la conciergerie Gotti. Donc, j'aime beaucoup cet écosystème. Et moi, je trouve vraiment dommage de vouloir sabrer un peu tout ça parce que la conciergerie, c'est une activité en plein essor et c'est un gros pourvoyeur d'emploi également. Voilà. Fabrice nous dit il faut que je la retrouve. Ah bah oui, mais elle a après. Je suis en train de Voilà, chercher Christophe, aussi. je suis sur Sarlat. Bah j'étais à Sarlat la semaine dernière. J'y étais vendredi soir. Voilà. Voilà. Ah, une question pour vous, Clara, c'est avez-vous une partie comptabilité mandant sur votre logiciel? Euh, on attend la tête. Juste Une au-dessus. comptabilité mandant. Ah oui, on a une partie comptabilité, c'est plutôt la gestion des factures. C'est pas aussi, c'est pas aussi précis qu'un logiciel de comptabilité, mais on a une partie pour gérer les frais, etc. C'est pas un logiciel de comptabilité, Marine. Non. Donc, ça serait plutôt non. Mais on a cette partie de gestion des frais et des factures. Ça oui. Bon, J'ai pas retrouvé la question de Fabrice. Je suis désolée. moi non plus, non plus. Et la prochaine non plus. Donc, ça sera la prochaine fois, Fabrice. C'est Ou alors, ça. Fabrice, vous rejoignez le droit d'investir, scannez le QR code, et puis j'aurai un grand plaisir à vous répondre lors de la prochaine séance de coaching commun. Voilà. Euh, Super. j'ai été ravi, vraiment, c'est très sympa. Résidence Ah, principale composée d'un logement au rez-de-chaussée et location à l'étage. Ah, ça, c'est une question complexe. Je vais malheureusement, j'ai pas le temps de répondre à ça. C'est la question des annexes à la résidence principale. Et c'est pas la même chose suivant que l'annexe fait partie de la RP du même bloc ou qu'elle est connexe. Donc, ça va être un peu compliqué. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de répondre, surtout avec un seul compteur électrique. Ça pose plein d'embrouilles à mini. Là, on s'éloigne vraiment trop. Je suis navré. Mais une prochaine fois. Voilà. bon, je vois qu'il y a eu plein de questions de Ils en dernière minute. On profitent, fera un webinaire. ils continuent à en poser, ils en profitent. Non, non, je suis désolé, on va s'arrêter là. Ouais. Bon, en 2025, on se retrouvera pour un webinaire, sûrement. Nous, on serait ravis de vous retrouver, en tout cas. Donc, merci à tous et merci encore, Dimitri Boujard. Et à Plaisir. très, très À vite, très vite sûrement en et passez de bonnes 2025. fêtes. Bonne fête. Au revoir. Au revoir.